Bonjour et merci de votre fidélité à Débat des Presses, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche en direct à partir de 11 h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina. Ce dimanche, 3 sujets convoqués au débat. D'abord, le sommet du G5 Sahel, tenu le 9 juillet dernier en visioconférence et où les chefs d'État du G5 Sahel ont noté la persistance de la menace terroriste et la volatilité de la situation sécuritaire dans la sous-région. Se pose alors la question sur les stratégies déjà utilisées jusque-là et dans le même temps la France qui compte reconfigurer le dispositif militaire dans la sous-région. Quel est donc l'avenir de la force Barkhane et de la lutte contre le djihadisme au Sahel? On en débat ce matin avec nos invités ce matin. Deuxième sujet, le président du Faso qui rencontre les militaires. Des débats à huis clos où rien n'a filtré apparemment et pourtant il devrait être question de la programmation militaire, mais aussi de la réforme de l'armée. Que peut-on attendre d'une telle rencontre pour remobiliser les troupes sur le terrain de la lutte contre le djihadisme? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités, cette affaire d'acquisition de véhicules à 96 millions de francs CFA pour le ministère de la Culture. Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, estime que l'acquisition est légale et la procédure a suivi toutes les voies légales. Mais l'opinion s'offusque de la légitimité et de son opportunité. Et même si cette opinion qui veut que la procédure soit légale ne l'est pas tant, selon notre confrère du reporter, un premier avis défavorable avait déjà été donné et finalement revirement de situation. Avril dernier, un autre avis pour l'acquisition du véhicule. D'où vient donc toutes ces fuites des courriers, d'échanges de courriers? Et comment comprendre que dans un pays qui peine à joindre les deux bouts, on en vient à des dépenses de ce genre? On en débat ce matin donc avec Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré. Bonjour Inoussa. Bonjour Kindo. Merci d'être venu pour le débat. Vous êtes éditorialiste également. Deuxième invité à débat de presse, Albert Nagrego, directeur de publication de Libre Info, éditorialiste, analyste. Bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à débat de presse, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, éditorialiste et analyste. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Et quatrième invité à débat de presse ce matin, Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être là pour le débat. On va commencer avec vous d'ailleurs, Abdoulaye Bari. Le 9 juillet dernier, les chefs d'État de l'espace G5 Sahel se sont rencontrés en visioconférence pour certains. Et ils ont noté la persistance de la menace djihadiste dans la sous-région, mais ils ont également noté la volatilité de la situation sécuritaire dans la région. Et dans le même temps, on voit que la France veut reconfigurer son dispositif militaire dans la sous-région. Faut-il s'en inquiéter ou qu'est-ce qui se passe finalement? Oui, il y a des inquiétudes. On se rappelle, il y a quelques mois, le président Macron avait annoncé donc à la veille du sommet du G7 qu'il allait passer à une forme de reconfiguration donc, de la force Barkhane, qui est une force donc, de 5100 hommes basée au Sahel, pas une base au Burkina bien évidemment, avec une base au Mali, dans le nord du Mali, et puis une base au Tchad ainsi qu'au Niger. Donc reconfigurer, c'est-à-dire en termes clairs, revoir comment on peut diminuer les effectifs donc, au fur et à mesure. À terme, on devrait donc passer de 5100 hommes aujourd'hui à 2500 hommes en 2023. C'est ça l'objectif finalement du président Macron. Il y a des raisons objectives qui poussent donc à cette reconfiguration, à cette diminution donc des effectifs de Barkhane. Le premier, c'est le coût financier de l'opération Barkhane. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Il y a 2 millions d'euros quand même qui sont investis par jour
lourd pour l'opération Barkhane. Ce n'est pas soutenable pour la France. Le deuxième élément, c'est l'enlisement donc de la situation au Sahel avec des sentiments anti-français qui se développent à la fois au niveau des opinions publiques africaines du Sahel, mais aussi au niveau des élites politiques africaines, parce que dans ces pays du G5 Sahel, il se trouve que certains pays ont signé des accords de défense donc avec la France, mais qui ne veulent pas montrer à leur opinion qu'ils sont liés à la France. Donc il y a une sorte d'incongruité ici à ce niveau. Donc, et évidemment, je l'ai dit, on assiste à une sorte d'enlisement de la situation, et la France, elle aussi, a son opinion publique à gérer, parce que ce soit en Afrique ou en France, Macron a son opinion à gérer, et cette opinion ne comprend pas pourquoi l'armée française est encore au Sahel alors qu'il n'y a pas trop de résultats. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui poussent donc à revoir la configuration en partant du coût financier, comme je l'ai dit, mais aussi dans la nouvelle formule, il s'agira donc de s'appuyer sur la force Takuba, qui va être une force spéciale basée au Mali et qui va mener des opérations conjointes avec certains pays de la sous-région pour passer à une étape supérieure donc, de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Ce n'est pas une bonne chose à l'étape actuelle des choses, parce que rien ne me prouve que nos pays ont pris conscience de la nécessité de donner les moyens nécessaires à leur propre armée de faire face à ce défi sécuritaire, parce que je ne vois pas de dynamique réelle qui peut nous dire aujourd'hui que demain, nos pays sont prêts à faire face à la menace terroriste seuls. Et je pense que plutôt au Sahel, aujourd'hui, il y a un véritable enlisement de la situation. Vous l'avez vu à Solhan, 160 personnes ont été tuées. Donc on assiste à un enlisement véritable de la situation au Sahel au moment où la France annonce donc son départ. On verra les conséquences. Oui, et Bourima, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec peut-être aussi de la France, qui a pensé il y a 8 ans peut-être venir nous débarrasser des leaders terroristes? Je crois qu'à la suite effectivement de ce que Barry dit, ce que moi j'ajouterais plutôt, c'est que au-delà de tout, je crois aussi que la France a dû tirer les leçons aussi de son échec, parce que l'enlisement aussi montre aussi que la France a échoué aussi effectivement dans son intervention au Sahel. Sinon effectivement on aurait été à une situation où on ne parlerait plus de terrorisme, si tant est qu'effectivement la force Barkhane qu'on avait annoncée à Pau devait croître jusqu'à 7020 hommes. Je ne crois même pas qu'on ait atteint ce pic et qu'on commence à décroître. Je crois aussi que la France a dû tirer les leçons aussi de, non seulement effectivement de la nécessité de contenter l'opinion. Je veux dire, le président Macron a pris une décision qui contente l'opinion française en même temps, mais qui essaie aussi de se conformer aussi à une situation où effectivement l'apport de la France devient de plus en plus on a du mal de plus en plus à percevoir l'apport de la France, en tout cas dans le cas du Burkina. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas encore dit, mais quand on regarde les résultats sur le terrain, avec la recrudescence des attaques, l'enlisement dont Barry parle, on peut effectivement en conclure, en tout cas que pour le cas du Burkina, que je vis et que je connais, on ne sent pas trop effectivement l'apport particulier des forces Barkhane de la France, en tout cas en ce moment. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que ça fait toujours un pincement au cœur que je lis les communiqués finaux des sommets des G5 Sahel. Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque sommet, les chefs d'État, ils prennent note, mais finalement, apparemment, ils n'en tirent aucune conséquence en termes d'action sur le terrain. Parce qu'il ne sert à rien que des chefs d'État se rencontrent chaque fois, prennent note des réalités sur le terrain, et qu'en termes d'action, on ne voit pas grand-chose qui se déploie sur le terrain. Mais on a comme l'impression, moi, c'est peut-être que je me trompe, mais le sentiment que j'ai de plus en plus, c'est que les G5 Sahel lui-même commencent à devenir une sorte de, une sorte de fardeau sur la tête des États, parce qu'apparemment, on ne voit pas de stratégie régionale concrète sur le terrain, mais on ne voit pas non plus aussi de stratégie nationale qui permet effectivement aux États effectivement de faire face à la situation à l'intérieur des frontières nationales. Donc l'un dans l'autre, on a comme l'impression que face à l'enlisement, on continue de faire des discours et des théories, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'actions concrètes sur le terrain. On nous parle de cette question des moyens, mais c'est vraiment dommage que quand on regarde, nos États continuent de fonctionner comme si on était dans des situations normales, alors qu'ils ont besoin effectivement d'investissements particuliers sur cette question sécuritaire, mais qu'on ne sent pas. Les États continuent de fonctionner normalement avec toutes les dépenses de gabegie, avec tout ce qu'on a, le train de vie de l'État ne diminue pas, il n'y a rien
comme si effectivement on est en situation normale, les ministres tout le monde se bunkérise dans les capitales, on essaie même de leur donner des blindés pour pouvoir circuler. En fait, on a comme l'impression que dans cette situation-là, nos États peinent à prendre toute la mesure de leurs responsabilités face effectivement à l'île terroriste qui occupe de plus en plus de l'espace. Quand on regarde ce qui se passe à Madjoari, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe dans le Nord, et que pendant ce temps, le gouvernement continue d'organiser des séminaires, d'organiser je ne sais quoi à Ouagadougou et de faire continuer avec cette foire de réconciliation nationale. On a comme l'impression qu'on n'a pas encore conscience que l'État est menacé dans ses fondements, à commencer par le territoire. Tout à fait. Albert Naguebo, pour vous, on assiste à une persistance qui ressemble à un enlisement dont parlent les deux, Bourema et Abdoulaye, et en même temps, ce G5 Sahel qui est comme un fardeau où finalement on ne sait pas à quoi il sert aujourd'hui. Oui, mais en fait, il faut accepter que l'enlisement, c'est une évidence, c'est pas nous qui le disons. Quand on regarde le dernier communiqué du G5 Sahel, c'est clair parce que c'est bien mentionné dedans qu'on note une aggravation de l'activisme terroriste au Sahel, et il y a le président du G5 Sahel en exercice actuellement, le président du comité militaire de transition N'Djamena, Mahamat Déby, qui dit que les groupes armés terroristes sont résilients. Donc, il faut une montée en puissance des forces. Donc, naturellement que les chefs de l'État comprennent que même malgré les efforts qu'ils fournissent, ils font sur le terrain, il y a une croissance, il y a une montée en puissance des groupes armés terroristes plus que jamais. Alors, dans ce contexte, on a le paradoxe où la France annonce également le retrait progressif de ses troupes de 3500 hommes en 2022 à 2500 en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait bien que chaque pays prenne ses responsabilités au-delà même de ce cadre du G5 Sahel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un cadre qui est véritablement, excusez-moi du terme, mais qui est caduc, qui est dépassé parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Non seulement son financement pose problème, si vous écoutez les responsables du G5 Sahel aujourd'hui, on vous dira que les promesses des partenaires, ça ne rentre pas. Vous allez également voir que les promesses bilatérales, parfois avec d'autres pays, ça ne rentre pas, ou bien ça tarde à rentrer. Ensuite, la formation pose toujours un problème. Donc, on comprend bien que ce G5 Sahel, il est dépassé, il n'est pas à la hauteur de la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver? Il faut accepter que les pays également qui composent le G5 Sahel aujourd'hui sont sous-perfusion. Ce sont des pays qui sont mal en point, parce que si vous prenez par exemple le Mali aujourd'hui, qui n'a pas de stabilité politique, qui cherche ses repères déjà, c'est tout un problème. Comment on va y arriver et se pencher davantage à la question sécuritaire ou à la question militaire? Ça, c'est un problème. Et vous prenez le Tchad aujourd'hui, quelle que soit sa bonne volonté d'investir dans le G5 Sahel avec la situation que le pays traverse, il faut accepter que le pays va revoir à la baisse peut-être son investissement dans le G5 Sahel. En plus de ça, on voit par exemple des pays du G5 Sahel qui sont en train de se livrer à si on peut le dire, une guerre qui n'a pas de sens, parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé entre le Mali et le Niger depuis samedi, les propos du président nigérien qui ont frustré ceux de Bamako, et du coup on se pose la question comment on peut évoluer dans une organisation pareille avec des propos qui ne sont pas quand même mais est-ce que ça ne rejoint pas ce que Bourema disait? Est-ce qu'on a vraiment la pleine conscience de la situation? On a la pleine conscience, mais il y a un problème de gouvernance qui se pose dans tous les pays du G5 Sahel. Et ce problème de gouvernance-là, personne ne veut s'assumer. Quand le président français Macron vous dit aujourd'hui qu'on vous aide à libérer les territoires, mais vous envoyez l'administration dans ces territoires et qu'on ne voit pas l'administration, ça pose problème. Et on l'a déjà dit ici, avec l'opération Outoipanou à l'Est qui a été un espoir, ou du moins un succès, on a vu que quelques mois après, cet espoir est vite passé à désespoir et que les terroristes ont continué à revenir sur leurs pas, tout simplement parce que ce qui devait suivre n'a pas suivi. Et si vous prenez également le cas du Mali, c'est pareil. Si vous prenez également le cas du Niger, c'est aussi pareil. Donc il y a un problème de gouvernance que les gouvernants devraient travailler à donner confiance au peuple, à montrer une gouvernance vertueuse. Tant qu'on n'y arrivera pas, on aura toujours des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé rien que la semaine dernière avec cette polémique d'acquisition de véhicules. C'est une polémique qui va au-delà du Burkina, mais c'est une question de gouvernance. Les pays qui vous soutiennent ne peuvent pas continuer de vous soutenir et assister à des débats pareils sans que rien ne se fasse. Vous voulez qu'on fasse quoi? Lui, il parlait tout à l'heure de la question de la France. Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, la France, beaucoup de gens trouvent que la France ne fait pas grand-chose. Mais à la fois, quand on regarde également, la France aussi joue un rôle quand même considérable. Quand vous demandez aux soldats burkinabés, la plupart des cas, quand il y a des attaques, des détachements, c'est la France qui vient héliporter les blessés.
Aujourd'hui, vous regardez la force spéciale qui est au cœur de la polémique. On vous dit que c'est une trouvaille. Voilà, on vous dira que c'est une trouvaille encore des Français pour former cette force spéciale-là qui aujourd'hui, on nous dit que l'unité spéciale de la gendarmerie, avec cette même force, allait démanteler une base, je ne sais pas, à Barsalgo, pour retrouver également ceux qui ont tendu l'embuscade aux policiers. Et après, même l'affaire de Solane, on vous dit encore que c'est la France, on a fait appel à la France qui a fait décoller des Mirages à Niamey pour venir sécuriser la zone, pour ne pas que les groupes terroristes reviennent encore sur leurs pas, comme ils avaient déjà commencé. En fait, il y a des choses, en termes de renseignement aussi c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais moi je pense que quelque part la France joue son rôle. Vous l'avez déjà dit. Non, quand j'ai dit on ne peut pas dire communiquer officiellement. Mais il faut bien que nos dirigeants, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que chacun prenne également la conscience de la situation et mette en tout cas du sien dedans. On a vu la rencontre du chef de l'État et les militaires, on verra ce que ça va donner la suite. Oui, et Inoussa Ouedraogo. Et par rapport à ce sommet G5 Sahel, mais aussi à la reconfiguration peut-être du dispositif militaire français sur le terrain, faut-il s'en inquiéter? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord parler désormais des G6. Parce que la France est un acteur majeur, je constate, dans ce dispositif-là. Donc il faut ajouter la France pour en faire un G6. Là, les choses sont claires. Deuxièmement, je pense que, vous voyez, la France, elle fait un pas en avant, 2 pas en arrière. En février, en N'Djamena, le président Macron avait indiqué qu'il fallait qu'il monte en puissance parce qu'effectivement, la lutte contre le terrorisme devient de plus en plus difficile. 5 mois après, en mai ou en juin, elle annonce qu'elle va partir parce qu'il y a des difficultés. En juillet, elle revient pour dire on va rester mais on va réduire les effectifs, etc. Il y a problème. Ça veut dire que dans le fond, on a du mal, que ce soit nos dirigeants ou que ce soit la France qui vient en sapeur-pompier, à cerner le problème, à situer les responsabilités et à pouvoir apporter des solutions concrètes. D'où je pense que nous devons à un moment donné prendre nos responsabilités et toutes nos responsabilités, en engageant l'ensemble des acteurs des sociétés africaines dans cette lutte contre le terrorisme-là. Parce que jusque-là, on a apporté une réponse militaire à la guerre. Et je continue de dire que cette guerre-là ne peut pas être résolue que par les armes. Parce qu'on ne peut pas combattre des idées avec des armes. Vous tuerez un terroriste, 10 terroristes naîtront. Donc à un moment donné, il faut revoir la société africaine, il faut revoir les États africains. Parce qu'il s'agit de refonder l'État africain. Tant que nous demeurerons dans le système de type néocolonial, où l'armée elle-même est toujours l'émanation d'une armée coloniale, qui impose, qui montre, qui dicte, on va continuer à demeurer dans cette situation. Tant qu'on aura une administration de type colonial, où les fonctionnaires se voient en super roi, et les populations en bas, vus comme des esclaves, entre guillemets, on continuera à vivre de ce type de situation. Tant que la classe politique continuera à se comporter comme si nous étions en situation normale, on va continuer à vivre cette situation. Donc c'est l'ensemble de la société qu'il faut mettre en position de guerre pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme. Mais est-ce que ce schéma que vous dites, est-ce que ce schéma n'est pas dépassé? Aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on voit que les populations elles-mêmes ont conscience de leur propre sécurité. À Tito, personne ne les a dit de sortir. À Douri, personne ne les a dit de sortir. Ça veut dire que les gens ont plus conscience que de faire confiance à une administration centrale qui, en réalité, ne leur apporte pas grand-chose. Mais justement, ça veut dire qu'il ne s'est pas dépassé. Bien au contraire, les gens sont en train de prendre conscience maintenant que la sécurité, là, ça sera nous-mêmes. Et que la réponse à la lutte contre le terrorisme, là, est endogène ou elle ne le sera pas. C'est ce que ça veut dire. Les gens sont en train de prendre conscience. Soit on lutte ensemble, on gagne ensemble, soit on met l'affaire là entre les mains des militaires et on va continuer à compter nos morts. On a tué 100 terroristes, les terroristes ont tué 200, etc. On va continuer dans ça et on ne va pas s'en sortir. Donc à un moment donné, il faut avoir le courage de s'arrêter.
ça fait près de 10 ans, quand on part du Mali en 2012, que nous sommes dans cette situation. Nos pays sont en train d'être gangrénés. Et même les pays côtiers, qui semblaient être loin de la situation, sont en train d'être menacés. Donc, à un moment donné, il faut voir la solution de façon holistique, poser les problèmes de fond sur qu'est-ce qui amène les gens. Parce que tant qu'on ne retourne pas aux causes du terrorisme, on va continuer à combattre les conséquences et les causes demeureront. Il y a peut-être une chose qu'il faut ajouter par rapport à ce qu'il nous a dit. Ce serait un leurre effectivement que les États africains pensent pouvoir lutter contre le terrorisme avec un système politique corrompu du sommet à la base. Ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, c'est quoi? On a comme l'impression que les failles même les failles de l'État sont exploitées effectivement par ces groupes terroristes qui effectivement semblent beaucoup plus, comment on appelle, on a comme l'impression que de plus en plus ils sont mieux structurés, mieux organisés que l'État, que les États eux-mêmes, parce qu'ils arrivent à se déployer chaque fois effectivement qu'on conquiert un territoire qu'on n'a pas déployé l'administration, ils arrivent effectivement à occuper les espaces laissés par les pays chaque fois effectivement qu'on conquiert un petit espace et qu'on passe à autre chose. Donc on a comme l'impression qu'aujourd'hui, ce qui nous manque véritablement, c'est d'abord une organisation et une stratégie, et ensuite un leadership à tous les niveaux. Quand vous dites que les populations effectivement s'organisent, c'est vrai, mais quand les populations s'organisent et qu'ils n'ont pas de répondants au niveau institutionnel, ça n'apporte pas grand-chose sur le terrain. Et c'est ça tout le problème qu'on a aujourd'hui. Quand vous avez des gens qui sont prêts à combattre, qui vendent des chèvres pour acheter des armes, mais qu'à un moment donné, un ministre dit on ne les reconnaît pas, ça veut dire l'état d'esprit qu'on a en haut lieu par rapport à cette question. Donc, il y a tout un travail d'organisation aujourd'hui qu'il faut effectivement remettre en place pour faire en sorte que le territoire soit gouverné jusqu'au plus petit hameau. Mais quand on met en place un processus de décentralisation, et je prends l'exemple de ce qui se passe au nord, où la plupart des communes, des maires de communes, se retrouvent dans un petit réduit au conseil régional, parce qu'effectivement tout le monde a fui, la mairie n'existe pas, il n'y a rien qui existe. C'est à partir de Waïgia qu'on même les actes de naissance, s'il y a encore naissance dans ces villages-là, qu'on signe. Donc, comment vous voulez qu'on puisse lutter contre le terrorisme quand les gens ont tout abandonné et qu'ils se retrouvent dans une situation une situation misérable quelque part où, en fait, assurer, hier j'ai vu à la télévision, j'ai vu un élément dans votre journal où effectivement des élèves, 1 millier d'élèves dans la région de l'Est doivent leur pitance quotidienne à une bonne volonté qui leur donne celle de la cantine pour préparer les examens. On ne peut pas lutter contre le terrorisme dans ces conditions-là. Il faut que l'État se réveille. Il faut que l'État se réveille. C'est votre avis, Abdoulaye Bari? C'est fondamental. Mais je voulais recentrer le débat sur la coopération avec la France. Bourema a dit qu'il n'y a pas eu de résultat malgré la présence de Barkhane. Il y a une précision à faire à ce niveau. Le Burkina a fait l'option donc de ne pas avoir Barkhane sur son sol. Même si dans l'accord de défense qu'il a signé avec la France, la Barkhane doit couvrir le Burkina Faso. Mais le pays a fait l'option de ne pas avoir Barkhane. Effectivement, on a une opération, l'opération Sabre des forces spéciales. Mais l'idée originelle de l'opération Sabre, ce n'est pas d'intervenir au Burkina. C'est d'intervenir au Mali ou dans d'autres pays. Mais avec l'évolution de la situation, il est évident qu'en cas de difficulté, le Burkina fait appel donc soit à la force, aux forces spéciales ou à force Barkhane. Mais à ce niveau, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une collaboration en termes d'opérations conjointes régulières sur le terrain. Contrairement à d'autres pays comme le Niger ou comme le Mali où il y a des opérations conjointes. C'est l'option du Burkina qui finalement a mis l'accent sur la formation, sur peut-être le renseignement. Mais en termes d'opérations conjointes, ça n'existe pas. C'est peut-être l'option de l'armée, ça peut être une bonne chose. Je n'en sais pas grand-chose, mais je me dis, une fois qu'il y a un accord de défense qui lie clairement les pays, il va falloir donc pouvoir puiser chez le partenaire ce qu'on n'a pas chez nous forcément, parce que bon, on ne va pas se leurrer, on n'a pas les mêmes équipements. Si on peut utiliser les équipements français, si on peut utiliser une certaine expertise, il faut l'utiliser. Le plus important étant de venir à bout donc du terrorisme. Maintenant, sur la question du terrorisme, moi je pense que
que dans notre cas précis, il n'y a pas eu une analyse profonde des causes du phénomène, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Parce que lorsque le phénomène a commencé au Burkina, on a eu le sentiment qu'on a agi, même dans le leadership politique, on a agi dans l'émotionnel. C'est dit, bon, il faut envoyer les gens, il faut tirer sur tout ce qui bouge. Non. Il n'y a pas eu une analyse profonde sur les mobiles du terrorisme au Burkina. Et ces mobiles, c'est quoi? Au Burkina, il y a un terrorisme endogène. Ce n'est pas des Sahraouis qui sont là comme au Mali, ce n'est pas Boko Haram qui est au Burkina, c'est un terrorisme endogène. Ce sont les fils et filles du Burkina qui ont intégré le terrorisme. Pourquoi? Il y a des raisons économiques, il y a des raisons de gouvernance, c'est-à-dire de justice sociale, voire même certains ont été poussés par l'injustice. Il ne faut pas avoir peur des mots. Donc ça recentre donc la question de la gouvernance économique, la gouvernance politique, la gouvernance démocratique. Donc il est important aujourd'hui, 6 ans après, 6 ans de tâtonnement, de se dire que le terrorisme qui sévit au Burkina, c'est un terrorisme endogène. Donc il est important qu'à côté donc des mesures militaires, d'apporter des solutions endogènes en réfléchissant profondément sur la question, parce que le tout militaire ne pourra pas apporter. L'Algérie en a fait l'expérience à partir de la guerre dans les années 90. Elle a fait l'expérience, mais elle a fini par aller sur la table de négociation en donnant un peu de gage donc à certains de ces éléments qui égarés pour revenir donc à la raison. Il est important qu'à l'étape actuelle du Burkina, qu'on sache que le Burkina a un atout important. L'atout important, c'est d'avoir un petit territoire de 274 000 km². Une armée qui peut donc occuper toutes les parties du territoire. Réfléchir sur des solutions endogènes au terrorisme, il est important. Mais comme je l'ai toujours dit, il est important que d'allier donc au tout militaire, il est important d'allier la question du développement. Albert est venu sur ce que Macron a dit. C'est tellement pertinent. Les territoires sont libérés, il n'y a personne. Il y a des villages entiers où l'État n'existe pas. Les terroristes règnent donc en roi absolu. Tant qu'il n'y a pas d'État, vous exposez donc ces populations, non seulement elles sont des otages, mais elles sont exposées, elles sont contraintes même de rejoindre les bras donc, du terrorisme. Donc c'est un ensemble de phénomènes, c'est un ensemble de problématiques qu'il va falloir donc analyser froidement et apporter des solutions au-delà de l'émotionnel. Oui, Albert. En fait, je veux parler du retour de l'administration. Pour être plus précis, c'est vrai que ça frustre, parce que quand on prend le cas des Madjouari aujourd'hui, quand on vous dit que le conseil municipal a été délocalisé à Pama, toujours dans la même province à Kompienga, et que pour faire un papier, il faut aller jusqu'à Pama, c'est-à-dire le conseil municipal a été délocalisé avant même que ce qu'on vit aujourd'hui là n'arrive. La situation s'empire. La préfecture, je crois également, a quitté les lieux depuis longtemps. Quand vous prenez à Mansilla, on dit que le commissariat n'existe pas depuis longtemps, faute également de la menace terroriste. Vous prenez Koumbri, qui est à quelques kilomètres de Ouaïguia, qui souffre également de ces actes terroristes. On a vu, il a fallu même l'opération Ouné pour pouvoir essayer de libérer un peu, si on peut le dire, en griffe cette commune. La même commune, depuis longtemps, travaille désormais à Ouaïguia. C'est ça le retour quand même en griffe de l'administration. Donc si les populations qui sont à la base trouvent même que le maire qu'on a élu, ou bien les conseillers municipaux qu'on a élus se retrouvent, vivent désormais à Ouagadougou, ou bien vivent désormais à Ouaïguia ou à Fada, vous voulez que nous qui sommes restés là, qu'on fasse quoi? Qu'on aille gonfler les rangs de groupes armés terroristes, ou bien qu'on continue de vivre dans la peur? C'est la question. Aujourd'hui, lui, il parle de 1000 élèves qui sont pris en charge, par exemple, par une personne de bonne volonté. Mais encore, quand vous regardez Djibo, on vous dit 81 candidats pour le baccalauréat. Ces 81 candidats sont obligés de se déplacer pour venir dans une commune rurale à Sapsé, non loin de Kongoussi, à leurs propres frais. Ça veut dire que le nombre ne suffit pas pour constituer un jury. Donc, on vous dit, allez-y composer à SAPSE, à leurs propres frais. Et l'association des parents d'élèves est obligée de faire appel à de bonnes volontés. Et il y a une ONG qui va pour aider les parents d'élèves à payer le transport de ces élèves, la prise en charge, les nattes, tout ça. Mais dans une situation aujourd'hui au Burkina, c'est une situation de crise. Au niveau central, le gouvernement devait comprendre que quelles sont les mesures qu'on prend pour ces personnes déplacées internes ou ces élèves qui doivent passer le bac pour se rapprocher davantage quand même de ces personnes-là. Mais si on continue de rester distant et qu'on continue de trouver les moyens pour aller, vous imaginez le sentiment de frustration que ça augmente et ça crée toujours ce fossé des inégalités-là qu'on a relevé tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que le gouvernement devrait travailler à revoir et encore que la lutte au niveau endogène,
moi j'ai toujours pensé, c'est vrai que certains trouvent que les volontaires de défense et des patries commettent parfois des exactions, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le tandem idéal entre forces armées nationales et ces VDP-là, qui travaillent à encadrer davantage ces VDP, à éviter peut-être éventuellement s'il y a des exactions. Et moi je trouve qu'il n'y a pas mieux que eux également au niveau local, qui connaissent les pistes, qui connaissent également où se retranchent ces groupes armés terroristes et qui savent également se déplacer avec les mêmes moyens de déplacement que les groupes armés terroristes. Ils ont aujourd'hui montré qu'ils ont l'engagement, ils ont le courage, ils ont la volonté de faire. Il faut les doter conséquemment aux côtés des forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse essayer ce tandem-là. Et je pense qu'ils ont la confiance aujourd'hui des populations de base. Ils peuvent collaborer avec les populations à la base parce qu'il n'y a pas cette crainte de voir un militaire pour la première fois qui arrive, je ne sais pas moi, dans sa tenue, avec tout ce qu'il faut dans un terrain de guerre. Il y a la peur déjà et vous demandez à ce monsieur ou à cette dame de collaborer, ce n'est pas évident. Et par contre, on peut trouver des gens qui peuvent collaborer facilement avec des VDP, avec qui ils vivent tous les jours, ils se connaissent très bien. Je pense qu'il faut miser beaucoup sur cette question-là, quitte à encadrer davantage les VDP pour ne pas qu'on tombe aussi dans d'autres situations désagréables. Oui, Inoussa, c'est dans ce contexte que le président du FASO rencontre les hommes de troupes, les personnels des forces armées. On avait pensé dans un premier temps que c'était le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui le rencontre. Mais apparemment, le communiqué dit que c'est le président du FASO qui les rencontre, soit dit en passant, soit chef suprême des armées. C'est vrai que bon, c'est la grande muette, rien à filtrer, mais ils étaient censés parler de la loi de programmation militaire, mais aussi des réformes dans l'armée et de l'adoption d'une politique nationale de sécurité et du renforcement opérationnel en termes d'équipement. Bon, jusque-là, on n'en sait rien. Ouais. En tout cas, c'est déjà une bonne chose que le président du FASO... Moi, par contre, j'avais pensé que c'était le ministre de la Défense qui recevait ces hommes. Mais si c'est le président du FASO, dans tous les cas, Roch Kaboré, président du FASO, ou Roch Kaboré, ministre de la Défense, on a du mal à faire la part des choses. Mais dans tous les deux cas, il est le chef suprême des armées. Et c'est une bonne chose qu'ils reçoivent les militaires pour parler de sécurité, de réorganisation, etc. Mais ce serait bien également, s'il les a reçus en tant que président du FASO, qu'il élargisse pour discuter également avec les autres forces, c'est-à-dire les paramilitaires, les policiers notamment, où il y a beaucoup de crises aussi, et les GSP, les douaniers, les sapeurs-pompiers et même les forestiers. Parce que tout ce beau monde-là, aujourd'hui, contribue, ou en tout cas doit contribuer d'une manière ou d'une autre à la lutte contre le terrorisme. Au-delà de ça, j'ai vu que les États du Sahel consacrent plusieurs milliards à la lutte contre l'insécurité. On indique qu'entre 2005 à aujourd'hui, les budgets de nos États au Sahel ont augmenté de 245%. C'est énorme. Ça veut dire que nous consacrons beaucoup d'argent à ces questions-là. Et il faut à un moment donné poser le débat sur la gouvernance du secteur de la sécurité et de la défense dans nos pays. Et je pense, ou du moins j'attendais que le chef de l'État discute de ces problèmes-là avec ses hommes. Parce que c'est un problème posé quand on parle de plusieurs milliards qui sont investis et que les soldats sur le terrain ont le sentiment que beaucoup n'est pas fait. Surtout quand il y a un hiatus entre le train de vie de la hiérarchie et le train de vie de ceux qui vont au combat, il y a un problème de fond qui est posé. Et donc, ce type de rencontre devrait être l'occasion justement de poser ce débat-là. L'autre élément qui est en débat aujourd'hui, c'est la loi sur la réforme de l'armée. Le débat a déjà eu lieu. On a déjà révisé cette loi-là en 2015. Actuellement, ça y est en débat. Et j'ai cru entendre que certains éléments, notamment les soldats du rang et les sous-officiers, estiment n'avoir pas été représentés dans le débat sur la réforme en cours. Il serait bien en tout cas que le président se penche sur ces questions-là. Et il y a un malaise profond également au sein de l'armée, et ça murmure, c'est la question des AET, les anciens enfants de troupes et les soldats qui sont rentrés directement dans l'armée. Il y a un petit nombre de problèmes comme ça qui, s'ils ne sont pas résolus, deviennent de graves crises et contribuent à tirer vers le bas la lutte contre le terrorisme.
J'espère en tout cas qu'au cours de cette rencontre-là, le président du Faso a fait cas de tous ces éléments. Le plus important, ce n'est pas que d'écouter, mais c'est surtout de mettre en œuvre les préoccupations qui sont posées par les soldats sur le terrain. Parce qu'on a vu la même chose en 2011 avec Blaise Compaoré quand il y a eu les mutineries. Il a reçu les soldats, il a reçu les sous-officiers, les officiers, etc. Mais on se rend compte dans le fond que notre armée n'a pas fondamentalement changé depuis cette période-là. C'est toujours les mêmes grognes, c'est toujours les mêmes récriminations, c'est le fait qu'on coupe l'argent des plus petits, c'est le fait que l'argent n'arrive pas, il n'y a pas d'armes, etc. Donc, à quelques différences près, il n'y a pas un changement de fond dans l'institution armée. Et s'il faut réformer, il faut réformer cela de fond en comble. Et je termine en disant que la question de la réforme de l'armée, à mon avis, ne doit pas concerner que les militaires. Parce qu'il s'agit de l'argent public qui est introduit là-bas. Et il faut à un moment donné que l'ensemble des acteurs, même s'il y a des questions de secret défense qu'ils évoquent, à un moment donné, il faut que l'ensemble des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, puissent également voir clair dans le jeu militaire. Oui, et Abdoulaye Bari, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une question de gouvernance de l'armée que peut-être de discuter souvent avec les personnels? Est-ce que c'est parce qu'Inoussa tente de nous dire en plusieurs mots? Enfin, on ne peut pas avoir une armée bien gouvernée dans un pays où la gouvernance elle-même n'est pas de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? L'armée, dans le subconscient des civils, on a le sentiment que l'armée est une planète à part. Non, l'armée, c'est l'émanation de la société. Elle vit les mêmes travers que vit la société. Vous voyez? Mais pour revenir à cette question d'incohérence, l'idée peut être bonne si tant est qu'à partir de cette rencontre, le président du Faso, en sa qualité de ministre de la Défense, va avoir la réalité du terrain. Tant mieux si ça peut conduire donc à avancer dans le combat contre le terrorisme. Mais je suis quand même aussi curieux de savoir que après 6 ans de guerre contre le terrorisme, le président du Faso, très bien renseigné donc, n'est pas ces informations nécessaires sur ce qui ne va pas dans l'armée. Je suis quand même curieux de savoir. Et en tout état de cause, pour moi, ça devient grave s'il n'a pas la réalité du terrain. Parce que c'est un pays en guerre et le président du Faso reçoit donc des renseignements quotidiens. Maintenant, l'autre élément, pour moi, à mon avis, il y avait une urgence à gérer une incohérence au sein du commandement militaire et civil et militaire. Pourquoi? Le président a nommé un colonel-major, ministre délégué à la défense. Il est colonel-major, il doit traiter avec un secrétaire général qui est plus ancien que lui dans le grade. Il doit traiter avec le chef d'état-major général des armées qui est général, donc son ancien dans le grade. Il est vrai, sur papier, on dit que le grade prime, la fonction prime le grade. Mais dans la pratique chez les militaires, ça ne marche pas. Le soldat qui doit aller à Madiouari, il ne peut pas comprendre qu'il y a un colonel qui est ministre de la Défense, fut-il délégué, et qu'il y a un général qui est chef d'état-major. C'est une incohérence. Absolument, dans l'urgence, il faut faire passer le colonel Semporé, général de brigade, à l'instant T. La deuxième étape étant de changer le commandement complètement parce qu'il y a une incohérence qui ne marchera pas. La troisième étape, c'est dans 6 mois faire passer le ministre délégué à la Défense, le général de division, pour que le nouveau chef d'état-major qui va venir, qui va passer au rang de général, qu'il soit au-dessus de lui. Ça, c'est une incohérence qui ne saurait tarder au sein de l'armée. La deuxième chose, on a ce qu'on appelle l'inspection générale des forces armées, qui ne fonctionne pas bien comme il se doit depuis 2 ans, parce qu'il n'y a pas un directeur général. L'inspection générale des armées, c'est comme l'ASE pour la gouvernance civile. Elle fait des rapports, ça peut être annuel, ça peut être périodique, pour donner au président de la République en tant qu'institution sur ce qui ne va pas au sein des forces armées nationales. Et c'est à partir de ça que le président il agit. Ça fait 2 ans il n'y a pas un directeur général des inspections de l'armée. Ça ne peut pas marcher. Évidemment, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de regard
sur la gestion des fonds. En tout cas, il y a un laisser-aller qui ne peut pas aller dans ce contexte-là. Soit on fait l'option d'aller sérieusement et sincèrement dans la lutte contre le terrorisme et on prend les mesures nécessaires, on respecte donc l'orthodoxie de l'armée, et ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas un directeur général donc, de l'inspection de l'armée. Et ça fait combien d'années la gendarmerie nationale n'a pas de chef? Je souhaite prompt rétablissement au chef d'état-major général, au chef d'état-major de la gendarmerie. Mais dans ce contexte crucial de guerre contre le terrorisme, ce n'est pas admissible que la gendarmerie n'ait pas un chef opérationnel. Et à mon avis, pour revenir donc sur la question de la rencontre du président ministre de la Défense avec la troupe, je trouve que le format n'est pas d'ordre à permettre d'avoir une certaine efficience, à tirer profit de cette rencontre. Pourquoi? Le président a commencé, ministre de la Défense, a commencé par recevoir les gradés, comme on dit. Et il termine par les hommes de rang. Or, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Vous commencez par les hommes de rang qui vous disent les problèmes auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Et ensuite, vous avez ces problèmes, vous dites au haut gradé, voilà ce que les hommes m'ont dit, qu'en est-il exactement? Il a fait l'inverse. Et la rencontre avec les officiers sont sortis de la rencontre avec l'idée que le président les a appelés pour les sermonner. C'est ce que les officiers disent. Beaucoup n'ont pas parlé. Ils disent que le président les a appelés pour les sermonner. En tout état de cause, il y a un risque. Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre que, quelque part, on ait une situation dans laquelle où on a comme l'impression une sorte d'oligarchie militaire qui se crée dans un pays qui est en guerre? Bon, cette oligarchie, pour moi, elle est à nuancer. Parce que jusque-là, on n'a pas d'éléments matériels pour dire qu'aujourd'hui, les hauts gradés burkinabés, là, ils pillent les ressources destinées aux hommes. On n'a pas de preuves. Les gens parlent, il n'y a pas de preuves. Mais par contre, ce dont on a les preuves, il y a de l'incohérence au sein de l'armée. Ce qui n'a pas marché, c'est la gouvernance civile. Et chaque fois qu'il y a un problème dans une armée, que ce soit ici ou en Inde, c'est les civils qui amènent généralement. Je suis désolé de le dire. Sinon, l'armée laissée à elle-même, il y a une discipline, tu n'oses pas, il y a des règles. Mais chaque fois qu'il y a incohérence, c'est les civils qui l'amènent généralement. Et dans ce cas, c'est les civils qui ont créé de l'incohérence dans la gouvernance militaire de l'armée. Et maintenant, sur la question des commandes, des équipements, il faut que les militaires voient clair dans les commandes militaires, d'où ça vient. Parce que si vous partez commander des équipements qui viennent de la Roumanie, vous avez investi dans l'équipement militaire, mais sur le terrain, ça chauffe. Tu commences à tirer, ça chauffe. Et il y a des pays où on sait que les équipements sont bien. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Turquie. Mais si vous amenez des équipements par copinage de certains pays, les origines, tout ça, c'est à contrôler. À mon avis, la question sur l'oligarchie au sein de l'armée, on le dit, moi, en tant que journaliste, je n'ai pas de preuves, mais ceux dont j'ai la preuve, je pense que la gouvernance de l'armée mérite d'être revue par des règles simples. Il y a des choses qu'on peut gérer facilement, mais ce n'est pas fait. C'est très facile d'accuser l'armée d'être à l'origine du bordel qui se passe. Mais les civils sont en partie à l'origine. S'il y a un problème au sein de l'armée, c'est des civils. Bourema Ouedraogo. Oui, je suis d'accord, c'est un seul point, c'est le premier point de son raisonnement, mais pour la suite, je ne partage pas totalement son avis. Parce que pour moi, effectivement, comme je l'ai dit, on ne peut pas être dans un contexte de corruption généralisée du sommet de l'État jusqu'à la base et avoir une armée qui fonctionne normalement. Parce que l'armée, effectivement, est un produit de la société. Les hommes qu'on recrute, ils viennent d'où? Ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Donc, ils sont dans la société comme nous. L'éducation qu'on inculque dans nos familles aujourd'hui, c'est la même éducation qu'on retrouve effectivement au niveau de l'armée. Quand on parle de la hiérarchie militaire, c'est les mêmes qu'on a qui occupent les fonctions de haut cadre dans l'administration. Donc, du coup, effectivement, on a une société qui a été formatée, effectivement, que quand on atteint un certain niveau, dans les sphères de l'État, on doit quand même on doit être différent des autres. Et l'armée n'est pas différente. L'attitude que la hiérarchie a aujourd'hui avec les éléments de troupe, la déconnexion qu'il y a entre la troupe et la hiérarchie, c'est la même déconnexion qu'on a entre les citoyens et les gouvernants. Parce qu'en fait, c'est quoi? On a un système qui donne l'impression à ceux qui sont arrivés, pour parler comme nos amis ivoiriens, qu'ils sont au-dessus de tout et ils peuvent se permettre tout. Or,
la plupart du temps, ils travaillent avec des biens et l'argent public. Et on ne peut pas monopoliser les biens et l'argent public. Une minorité ne peut pas monopoliser ça et puis espérer que la grande majorité va suivre aveuglement. Ça peut marcher un bon bout de temps, on peut avoir peur pendant quelques années, mais après on s'en fout. On se retrouve dans une situation de lutte pour la survie. Et c'est ce qui se retrouve dans l'armée. Deuxième chose que je veux dire par rapport à cette question de gouvernance. Quand on est dans un pays où effectivement on est en situation de crise et que les gens continuent des dépenses de folie et qu'on continue à avoir des suspicions de surfacturation, de contrats mal exécutés, même dans l'achat des armements, ça pose énormément de soucis et on ne peut pas mobiliser les gens à fond sur ces questions-là. Pour revenir à la rencontre avec les chefs de l'État, peut-être que si l'objectif effectivement était d'avoir des éléments d'information pour discuter stratégie avec le commandement, le président aurait pu faire l'inverse. Mais si c'est pour sermonner et interpeller chacun pour ses responsabilités, moi je pense que la démarche a été peut-être... Tout dépend de l'objectif que le président poursuit effectivement dans le cadre de ses rencontres avec les soldats. Si l'idée effectivement est de prendre le pouls du fonctionnement, ce qui serait une incongruité, comme tu l'as dit dès le départ, parce que le président doit avoir suffisamment de renseignements sur comment ça fonctionne aujourd'hui, notre armée, depuis le chef d'état-major jusqu'au petit soldat d'Iran. Donc, à ce niveau, si les rencontres, c'est certainement soit pour les encourager, soit pour attirer leur attention sur les dysfonctionnements, chacun à son niveau de responsabilité. Et là, effectivement, l'ordre peut être celui qu'il a choisi. Mais dans tout le cas, comme rien n'a fuité, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le sentiment que le commandement ou les officiers ont eu au sortir de leur rencontre avec le président, moi je crois que c'est un sentiment tout à fait humain. Mais en même temps aussi, le président est dans sa responsabilité parce que dans ce contexte aujourd'hui, où pour le Burkinabé moyen, ce qui ne va pas, c'est l'armée qui ne fonctionne pas. En fait, c'est ça. Peut-être aussi que... Et aussi, devrait peut-être, c'était l'occasion aussi d'interpeller le chef suprême des armées aussi, sa responsabilité à lui. Parce que s'il sort sans parler, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de raison que le président les convie à une rencontre et qu'ils ne soient pas à mesure. C'est là toute la responsabilité aussi quand on est officier. Quand on est officier, moi pour moi, je suis civil, mais je crois aussi que la rigueur qu'on attend d'un officier, c'est de s'assumer jusqu'au bout, advienne que pourra. Donc si le président les convoque et qu'il y a un problème, si le président veut les sermonner, il doit pouvoir attirer la responsabilité aussi du président du Faso en tant que chef suprême des armées. La responsabilité du gouvernement en tant qu'acteur civil chargé d'encadrer la gouvernance de tous les secteurs, y compris les secteurs de l'armée. Parce que si elles ne sont pas capables de le faire, moi je ne vois pas qui va le faire. Parce que c'est ça aussi la responsabilité qu'on attend de nos officiers. Malheureusement, comme c'est Younoussa qui l'a dit, je ne sais pas si c'est Younoussa qui l'a dit tantôt, les mutineries de 2011 nous avaient révélé qu'on n'avait pas une armée effectivement normalement construite comme il se doit. Malheureusement, depuis ces mutineries, on a travaillé davantage à détruire l'armée pour faire prospérer une armée dans l'armée. Et ça n'a pas marché. Les autres, quand ils ont eu l'occasion en 2015 de taper sur les RSP, en fait, tout le monde a bombé le torse parce qu'il fallait effectivement réduire les RSP au néant et montrer que nous aussi, nous sommes des militaires. Mais au bout du compte, quand les deux finissent de se régler les comptes, les RSP a eu sa période de gloire. Les boys, comme on le dit, ont eu leur période de gloire. Mais après, l'armée burkinabèse, sa période de gloire, c'est à quel moment? C'est là toute la question. Et qui le fait? Mais vraiment, si vous permettez, voyez-vous, les choses ne fonctionnent pas dans l'armée comme vous le pensez. C'est notre monde, je suis désolé. Lorsque vous recevez les hommes de rang, vous leur demandez qu'est-ce qui ne va pas. S'ils vous disent qu'on n'a pas à boire sur le terrain, qu'est-ce que vous allez leur dire? J'ai débloqué de l'argent, c'est pas arrivé, n'est-ce pas? C'est la conclusion qu'on tire. Sauf que désormais, vous brisez la chaîne de commandement. Il n'a pas à le dire. Non, c'est un exemple que je vous donne. Il prend note. Si vous dites... C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. Dans ce contexte actuel, dans le contexte actuel, il est obligé de dire. Il n'a pas le choix. Il est obligé de dire qu'est-ce qui ne va pas. Si l'homme sur le terrain vous dit je n'ai pas d'eau. Par exemple, nous on doit quitter. Quand on est à Arbinda, il nous faut souvent nous mettre en civil pour aller chercher de l'eau en ville. Et c'est pas la faute à un officier. C'est pas au chef de corps de gérer une affaire d'eau. Je termine.
celui qui doit gérer, c'est un forage. Ça, c'est la dimension politique de la chose. Donc, s'il se trouve que vous échangez avec les hommes, s'il y a problème au sein, dans le commandement, au niveau de la hiérarchie, vous brisez du coup donc le commandement. Mais si il n'y a pas de problème, si vous avez des officiers très corrects, donc vous avez la chance de gagner par la suite parce que en ce moment vous tirez donc la sympathie donc de la troupe. En tout état de cause, c'est un exercice à mon avis qui est très sensible. Albert Nagrigo. Non, moi je voulais dire que ces rencontres, c'est bien beau, c'est joli, mais je pense que les mesures sont ailleurs et c'est très bien connu. Tout de suite, il faut demander un audit de cette affaire de l'armée là. La surfacturation, ce n'est pas un secret, c'est connu de tous. Quand vous causez avec des officiers ou des soldats de rang ou des partenaires techniques et financiers, ils vous diront que le Burkina, ce qu'on achète sur le marché mondial à 500 francs, on vous envoie une facture de 2500 francs. Au niveau des soldats de rang, on vous dit également les gilets pare-balles, c'est connu, c'est pas un secret, c'est pas normal. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça crée, la distance que ça crée entre la hiérarchie et ce soldat-là, parce que la hiérarchie l'a envoyé sur le terrain pour aller faire un travail, c'est comme si on l'envoie en ceci. Il faut le demander, ça, il faut demander cet audit-là tout de suite. Parce que même la SE vous dit tout de suite qu'en allant faire le travail, on est confronté à un système de secret défense. On ne peut pas comprendre pourquoi c'est mieux à tel point qu'on ne peut même pas voir l'argent qui est injecté dans l'armée. Le Mali et le Niger, les deux pays ont montré l'exemple qu'il y avait des pots de vin dans cette affaire-là. Et ce n'est pas de nature à favoriser la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Donc il faut que le président du Faso commence par là. Les nominations, Barry l'a fait savoir également. On n'a pas besoin de faire des grandes écoles de guerre pour savoir qu'au Burkina, dans l'armée, il y a un problème au niveau du commandement, il y a un problème au niveau de la hiérarchisation, de la hiérarchie. On n'a pas besoin de savoir également que ce que l'armée burkinabé vit aujourd'hui, il y a cette distance entre les officiers, les soldats de rang et la hiérarchie. C'est clair. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Peut-être appeler même à la retraite anticipée de certains officiers supérieurs, comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des colonels qui occupent des postes. Et quand vous regardez, vous savez qu'en principe, c'est juste pour contenter le monsieur. Sinon, ce n'est pas son rang. Il ne devrait pas être à ce poste-là. Mais pourquoi on l'a mis là-bas? Juste parce qu'on a besoin d'un coin, excusez-moi, pour le caser. Il faut arriver à avoir le courage de demander. Ceux qui veulent aller anticiper, on le fait. Mais on ne va pas contenter les gens toujours à enlever des officiers supérieurs qui sont presque à la retraite, envoyés dans une ambassade pour le contenter. Pourtant, on a des jeunes dynamiques qui ont envie d'aller faire leurs preuves là-bas. On ne va pas continuer également à enlever l'argent du contribuable pour payer des gens qui ne sont pas véritablement opérationnels. Sur le terrain, ils sont fatigués pour une raison ou une autre. Il faut l'accepter. Donc ces rencontres, on a beau faire les rencontres avec les soldats, c'est bon, c'est joli, mais il faut avoir le courage de passer à une autre étape qui est nette. On ne devrait pas jusqu'aujourd'hui être en train de discuter de chef d'état-major général de l'armée qui doit être nommé. Selon certaines indiscrétions, il serait même à la retraite. Je ne sais pas trop, ça reste à vérifier. On ne devrait pas être encore à ce stade-là pour encore discuter des questions de grade et de fonction. On le sait que le ministre délégué aujourd'hui soit nommé ministre d'État à la Défense également. Ce problème de respect des hiérarchies-là, ça va s'opposer. La question de fonction, il faut le dire, c'est sur papier. Dans la réalité, c'est autre chose. Le Premier ministre l'a déjà dit. Quand Barry ou l'autre parle du renseignement, le Premier ministre a révélé quelque chose de très important. Lors de la prise de contact, il a dit quoi? Que l'attaque de Solane et l'embuscade de Barsalgo-Foubé a mis en évidence un dysfonctionnement dans le dispositif sécuritaire et de défense. Ça veut dire que ce dysfonctionnement-là, c'est à quel niveau? C'est le ministre de la Défense, Chérif Si? C'est le ministre de la Sécurité, Ousseynou Compaoré? Ou encore c'est le chef d'état-major général de l'armée? On ne dit pas c'est qui, mais il reconnaît qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le dispositif sécuritaire et la défense. Donc on comprend naturellement que les informations ne remontent pas comme il le faut. Inutile de revenir dessus. On a déjà dit qu'au niveau de la hiérarchie, il y a beaucoup qui ne parlent pas avec des collègues. Ça, Barry a relevé le cas peut-être de la gendarmerie aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais l'ANR également, on en a vu dans des journaux. On connaît également ce qui se passe à l'état-major général de l'armée, au niveau de l'armée de terre, avec également le CMGA. Il y en a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on fera l'économie de ces rencontres. On passe vite à des actions et le ministre délégué va sur le terrain rencontrer les troupes et également écouter les soldats et revenir prendre les propositions qu'il faut. Ne perdons pas le temps encore dans les ateliers, les séminaires, les symposiums, les colloques à faire des photos pour nous montrer que ça marche. Ça ne marche pas. Oui, on va revenir certainement sur l'armée dans les prochains débats. Très rapidement, en 5 minutes, on va peut-être évoquer cette question de polémique d'achat de véhicules de fonction de 96 millions. Je crois que c'est
le reporter qui a révélé dans sa parution, qui a révélé l'information, c'était le 1er juillet, lever le lièvre si on peut le dire ainsi. Et pour le reporter, l'affaire s'est faite en plusieurs phases. D'abord, dans un premier temps, il y avait des avis défavorables et ensuite, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Un sable est rentré, finalement, il y a eu un avis favorable on a décidé de l'achat du véhicule à 96 millions. Et le ministre porte-parole du gouvernement estime que c'est une procédure légale. L'opinion estime que, l'égalité qu'elle soit, il y a une question de légitimité, mais aussi il y a une question aussi de décence dans un pays qui est en guerre. Bourema Ouedraogo. Tout à fait. En fait, c'est l'expression concrète, effectivement, de la déconnexion qu'on a entre le gouvernement et les restes de la société. En fait, pendant qu'eux discutent de l'égalité, les gens sont aussi des questions de principe et de morale dans un contexte comme celui que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'il est moralement acceptable que des agents publics de l'État sillonnent tout le territoire burkinabé soit à moto ou avec les véhicules de fortune qu'ils font au quotidien et qu'on nous dise, parce qu'on est dans un contexte d'insécurité, il faut des véhicules blindés pour nos ministres. Ça veut dire on bunkérise les plus hautes autorités et on abandonne les restes des citoyens à leur triste sort. C'est ça la réalité en fait de l'interprétation qu'on fait et que le commun des Burkinabés fait par rapport à cette dépense. Contrairement à ce que le gouvernement pense, on ne dit pas que c'est quelque chose d'illégal. On ne dit pas que l'argent a été donné à quelqu'un. Mais on dit, dans un contexte comme celui du Burkina, même si le besoin effectivement de véhicules blindés peut se poser, ça doit se régler autrement, à travers une réflexion beaucoup plus stratégique et plus intelligente. Parce que quand on se retrouve à dire que nous avons 35 ministres, si on doit... D'ailleurs, il semble que le coût des véhicules blindés V8, là, c'est passé de 96 millions à 106 millions. Si aujourd'hui, on doit effectivement débloquer 106 millions pour chacun des 35 minutes que nous avons, qu'est-ce qu'on peut dire à l'opinion par rapport au problème d'équipement des forces de défense et de sécurité, par rapport au problème de prise en charge des déplacés internes, par rapport à toutes ces difficultés que les citoyens à tous les niveaux rencontrent? Non, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. La gouvernance, d'abord, c'est des principes moraux d'abord, avant d'être des règles qu'on se fixe. Et là, c'est là tout le problème qu'on a avec ce gouvernement, avec le régime le pouvoir en place. On a comme l'impression qu'ils n'ont pas tiré leçon de par le passé. Quand on dit légal, la modification de l'article 37 de l'organisation du référendum en 2014 était légale. Mais le peuple a estimé que ce n'était pas légitime de permettre à un individu de modifier la Constitution comme il veut, parce que c'est permis pour demeurer éternellement au pouvoir. Et c'est valable aussi pour la gouvernance au quotidien. Oui, Abdoulaye Bari. Alors, on va dire que le débat sur la légalité, à mon avis, n'est pas un débat qui pourrait... C'est pas ça l'enjeu. C'est pas tout ce qui est légal qui est forcément bien. Sinon, on aurait applaudi tous l'apartheid. On aurait applaudi la ségrégation raciale qui faisait qu'aux États-Unis, le noir n'avait pas le droit de s'asseoir à la place sauf du blanc. à être Rosa Parks. Okay? Donc le débat, à mon avis, n'est pas sur la légalité. À ce niveau, à mon avis, il y a une certaine incohérence. Mais il y a aussi, à mon avis, des problèmes concrets. D'abord, ce n'est pas une voiture blindée. On ne peut pas avoir une voiture blindée à 96 millions. Les 96 millions, c'est les prix affichés à CFAO. C'est une V8, c'est un prix affiché. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'exagération sur le prix. La ministre avait-elle une autre voiture? Non. Elle n'a pas de voiture. La voiture que son prédécesseur avait est tombée en panne. Ils n'ont pas pu récupérer. Et donc, elle a tourné pendant des semaines avec sa propre voiture. Et est-ce qu'au parc de l'État, il n'y avait pas de voiture pour lui affecter? Non, les véhicules du parc de l'État, bon, généralement c'est des Mercedes pour les officiels. J'en viens. Elle n'est pas la seule à avoir pris un véhicule. Il y a 4 ministres à qui, on va dire, qui ont bénéficié du même truc. Et il faut noter qu'il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas de véhicule pour aller à l'intérieur du pays. C'est pas normal. Mais la question qui se pose ici aussi, c'est l'exigence d'une gouvernance de qualité. Les gens crient sur tous les toits
c'est pour interpeller sur une gouvernance de qualité. Si on était en face d'une gouvernance vertueuse, une gouvernance de qualité, le peuple ne trouverait pas de problème à ce que son ministre ait, par exemple, une voiture. Donc, l'exigence d'une gouvernance de qualité. 2, à mon avis, on a assisté à une désacralisation de la fonction d'État, une banalisation, parce que De Gaulle l'a bien dit, l'autorité ne va pas sans le prestige. Et le prestige ne va pas sans la distance. Quand vous nommez quelqu'un à une fonction d'État, il faut qu'il y ait des attributs de la fonction. Mais ici, les gens sont en colère parce qu'on trouve que, au lieu de s'occuper sur des vrais problèmes du pays, on se permet de faire des dépenses de luxe. Maintenant, à mon avis, cette petite crise, on va le dire, doit nous amener à nous poser la question sur quoi faire. Il y a des chemins, je termine. Par exemple, si vous partez dans un pays comme le Rwanda, le ministre n'a pas une voiture de fonction. Il y a une société privée qui gère cette question. Si le ministre veut se déplacer, on va voir avec ce privé-là pour lui donner donc une voiture pour aller sur le terrain. Parce que les petites voitures qu'on a données au ministre ne permettent pas d'aller sur le terrain. Maintenant, il faut revoir sur la question de la gouvernance entièrement, c'est-à-dire doter par exemple le gouvernement d'une vingtaine de V8, mais ce n'est pas pour un ministre, puisqu'ils ont déjà des voitures qui leur permettent donc de circuler en ville. On fait une vingtaine, voire 25 V8 qui sont donc au parc automobile. Maintenant, si le ministre veut aller sur le terrain, il va prendre ça. Mais là aussi, la difficulté, c'est que dans nos pays, quand ça appartient à l'État, ça n'appartient à personne et on n'entretient pas. À tout état de cause, c'est une question de gouvernance qui est interpellée. Albert, 30 secondes. On est vraiment pris par le temps. À mon avis, c'est l'opportunité, ça pose problème, la légitimité. Mais ce qui revient, c'est qu'elle n'est pas la seule d'ailleurs à avoir ce véhicule, parce qu'il y aurait eu encore 3 ou 4 autres ministres qui sont déjà se tailler ce véhicule-là, si on peut le dire ainsi. Mais peut-être pour la question de garage, de parc automobile de l'État, ce qui revient, c'est que depuis même vers la fin du régime Compaoré, la direction centrale du matériel a trouvé que les ministères ont des besoins spécifiques, donc les budgets sont confiés au ministère et vous exécutez comme vous voulez. Je pense que là, il semble qu'elle aurait dit qu'après l'accident qu'elle a eu dans la région de l'Est, son véhicule ne tient plus, ils ont besoin d'un véhicule. Et donc, l'argent qui restait aussi ne suffisait pas. Donc, il fallait demander un appui pour pouvoir compléter, acheter ce véhicule-là. Mais est-ce qu'on en avait besoin jusqu'à ce prix, vu le contexte actuel? Bien évidemment, ça pose problème à ce niveau parce qu'on s'est dit qu'il y a toujours des besoins qui sont là et qu'il faudrait travailler à utiliser de façon rationnelle les biens, quand même, les ressources de l'État. Donc, moi, je pense qu'il y a eu problème aussi de communication de la part du gouvernement et des partis de la majorité. Parce que quand on pose le problème de gouvernance, c'est un problème très sérieux et le gouvernement, soit le ministre de l'économie ou le ministre de la communication devrait nous donner des explications suffisamment claires sur cette affaire. Mais on a senti plutôt qu'on a banalisé la question, ça a été une boutade et le lendemain, on voit la PMP également qui sort, qui communiquent comme si ils sont tous sur la défensive, alors que non, l'opinion ne demande pas de venir vous défendre, être sur la défensive. On demande juste la bonne information, c'est tout. Dites-nous, si l'information est convaincante, c'est fini, le débat il est coupé court et puis bon, on passe à autre chose. Mais quand on fait le truc, on a l'impression que vous gérez la chose avec beaucoup de flou. Naturellement, accepter que les uns et les autres posent le problème du débat, la critique. Vraiment désolé, on est à plus de 2 minutes après la fin de cette émission. Merci à tous les 4 d'être venus. Inoussa Ouedraogo est directeur de publication de Bendré Éditorialiste. Merci d'être venu. Albert Nagrego est directeur de publication de Libre Info et Éditorialiste. Merci d'être venu. Bourema Ouedraogo est directeur de publication de Reporter Éditorialiste. Merci d'être venu. Et Abdoulaye Bari est journaliste indépendant, éditorialiste et analyste politique. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.